À l'ère d'Internet, on pourrait croire que tout est accessible. Chaque vidéo ou photo semble pouvoir être retrouvée en quelques clics. Pourtant, ce n'est pas le cas. Malgré toutes les technologies dont nous disposons de nos jours, il existe encore des milliers de médias qui nous sont tout simplement disparus. C'est ce qu'on appelle les lost media. Des œuvres dont l'existence est connue, mais qui sont aujourd'hui soit introuvables, partiellement perdues ou qui n'existent plus. Certains ont été détruits accidentellement, d'autres ont été effacés volontairement, ou d'autres ont tout simplement été victimes de leur époque. Car à l'époque, la conservation des médias n'était pas une priorité. Par exemple, les chaînes de télévision, pour ne pas perdre de l'argent, réutilisaient souvent leurs bondes. Mais très peu de personnes pensaient à ce que des décennies plus tard, ces médias en question auraient pu être revendus, ou que des passionnés passeraient des années à rechercher ces contenus oubliés. Et c'est justement ce qui rend le sujet si fascinant. En tout cas pour moi. On sait que ces médias existent. On a des fois des photos, des témoignages, des vidéos pour prouver leur existence, mais l'œuvre en question n'est pas trouvable et peut être hypothétiquement n'importe où. Et c'est là où on fait le parallèle avec le catch. Parce que bien sûr, cette chaîne reste à propos du catch avant tout. Donc voilà quoi. Et le catch, on a beaucoup des médias perdus. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc voilà. Et pour pas trop parler, on va passer du coup à la vidéo. Contrairement aux autres Lost Media dans cette vidéo, ce Lost Media ne peut plus être qualifié comme Lost Media parce que le contenu de ce média a été entièrement retrouvé. Mais pour expliquer le média en question, il faut d'abord raconter le contexte. Le 7 octobre 1986, la WWF enregistre un épisode de Wrestling Challenge au Rochester War Memorial Arena, dans l'État de New York. Parmi de nombreux matchs filmés ce soir-là, un affrontement oppose Bret Hart, qui à ce moment-là était encore un mid-carder du bas de la carte, pour affronter un catcheur canadien au nom de Tom McGee. À ce moment-là d'ailleurs, la WWF était en plein dans la Hulkamania, mais Vince McMahon savait que ça n'allait pas durer sur le long terme. Parce qu'en sachant que Hulk Hogan commençait déjà à atteindre la quarantaine, et qu'il commençait déjà à demander un horaire plus léger pour passer plus de temps avec sa famille, ça a forcé du coup Vince McMahon à penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est trouver qui prendra la place de Hulk Hogan. Plusieurs noms par la suite ont été mis en avant pour prendre la relève, mais tout avant cela, il y avait l'idée de mettre en avant Tom McGee. Et il y avait beaucoup de bonnes qualités avec Tom McGee. C'était un ancien haltérophile. Il a été second dans le classement de l'homme le plus fort au monde. Il faisait presque 2 mètres, 125 kilos, et dans une excellente shape, et extrêmement athlétique, dans le sens où il pouvait faire ça. Donc il y avait déjà beaucoup d'intérêt porté sur Tom McGee. Et pour évaluer son potentiel, la WWF décide de le placer dans un match face à Bret Hart, lors de l'enregistrement du 7 octobre 1986. Avant que le match se déroule, Bret Hart, de son propre témoignage, va dire à Tom McGee un plan très simple pour cacher son inexpérience dans le ring, en se laissant guider et en faisant les meilleurs mouvements de son moveset. Donc du coup, le match arrive et le résultat est tellement excellent que dans les coulisses, Vince McMahon dit lui-même que c'est le prochain Hulk Hogan. Et du coup, la WWF va même faire un recap du match en question dans les programmes TV par la suite, juste pour hyper Tom McGee davantage. Et la WWF va même commencer à lui donner des surnoms, comme l'appeler The Mega Man. Mais ce qui se passe malheureusement, c'est qu'à mesure que Tom McGee dispute d'autres matchs avec d'autres catcheurs, comme Ted DiBiase ou même Arn Anderson, mais on réalise du coup que les matchs en question ne sont pas à la même hauteur que le match qu'il a eu contre Bret Hart, avec une claire voyance de l'inexpérience de Tom McGee. Les performances sont irrégulières et la qualité des rencontres chute considérablement quand ce n'est plus contre Bret Hart. Avec le temps, la WWF comprend que le véritable exploit de ce fameux match n'est pas Tom McGee, mais Bret Hart lui-même. Et peu à peu, Vince McMahon va abandonner l'idée de faire de Tom McGee le successeur de Hulk Hogan. Celui-ci finit du coup par retomber au bas de la carte, puis quitter définitivement la WWF en 1990. Et pendant des décennies, le match entre Bret Hart et Tom McGee est totalement disparu. Tout le monde en parle, mais personne n'a l'enregistrement du média en question. Et le match devenant alors un véritable saint graal pour les collectionneurs de cassettes de catch. Et je vais pas mentir, c'était un match qui était assez intriguant s'y retrouver. Parce que c'était un match qui était du coup tellement bien exécuté
que ça a fait croire à Vince que Tom Magee était le prochain Hulk Hogan. Et ça a pas mal fait bouger des gens sur Internet pour avoir le contenu de ce média en question. Jusqu'à ce qu'en mars 2019, une super fan au nom de Mary-Kate Anthony publie sur les réseaux sociaux une photo d'une cassette VHS contenant ce qui semble bien être le match perdu en question. Il paraît même que Bret Hart lui-même lui aurait autrefois confié une partie de sa collection personnelle pour être numérisée et que cette cassette s'y trouvait encore. La WWE va alors contacter Anthony pour récupérer l'enregistrement et quelques semaines plus tard, la compagnie diffuse un documentaire consacré à la recherche de ce match légendaire et montre le match dans son entièreté pour la première fois en plus de 30 ans. D'ailleurs, le documentaire il est disponible sur la chaîne WWE Volute dans son entièreté et vous pouvez le voir à la description si vous êtes intéressé. Et bref. S'il y a bien un nom qu'on peut associer à la WCW dans la fin des années 90, c'est bien Goldberg. Après ses débuts télévisés en septembre 1997, il va enchaîner victoire après victoire et vite devenir l'une des plus grandes stars de l'histoire de la compagnie. La WCW va établir Goldberg avec une streak d'invincibilité de 173 victoires sans la moindre défaite. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Et non, je ne parle pas des 20 victoires ajoutées de manière aléatoire, je parle de la streak en elle-même. Parce que bien avant ses débuts à la télévision, Goldberg avait déjà disputé plusieurs matchs. À l'époque, il s'entraînait encore dans le Power Plant, qui est le centre de formation de la WCW. Et entre juin à juillet 1997, Goldberg dispute plusieurs matchs test. Il bat notamment son entraîneur Buddy Lee Parker, puis après Buddy Landel, puis Chip Minton, Joe Beccia et Hugh Morrus, qui sera ironiquement son premier match TV. Mais cependant, un autre match a également eu lieu durant cette période. Parce que lors d'un enregistrement de WCW Saturday Night, en juillet 1997, Goldberg affronte Chad Fortune, qui est un catcheur surtout connu pour son équipe avec Eric Watt dans Techno Team 2000 du côté de la WWF. Arn Anderson, qui était le booker à ce moment-là, a décidé de donner la victoire à Chad Fortune dans cette rencontre. Parce qu'à l'époque, cela ne posait aucun problème pour Goldberg de perdre un match, parce qu'il était encore débutant, il n'avait pas encore la moindre direction. Le match prend place, et le match se termine avec Chad Fortune qui exécute un crossbody sur Goldberg depuis la troisième corde pour obtenir le compte de 3. Cette défaite devient particulièrement intéressante car elle intervient plusieurs mois avant que la WCW décide de construire Goldberg comme un catcheur imbattable. Et ils ont délibérément oublié l'existence du match pour créer le mythe que Goldberg était invaincu. Chad Fortune a raconté même dans une interview que lorsque les officiels comptaient les victoires de Goldberg pour les mettre à jour dans sa série d'invincibilité, il s'amusait à les rappeler qu'il ne l'avait jamais battu. Ce qui est ironique, parce que du coup, ces 173 victoires en elles-mêmes ne sont pas matérielles s'il a déjà eu une défaite juste avant. Surtout si c'est contre la moitié des Techno Team 2000. Bon, pas pour tailler les deux, mais voilà quoi. Et pendant des années, l'existence même du match contre Chad Fortune est restée littéralement un mythe. Parce qu'il y avait certains témoignages qui existaient, certes, mais il n'y avait pas le moindre autre élément concret, comme une photo, une vidéo ou un audio. Et du coup, ça a de manière justifiée fait questionner l'existence de ce média en question, jusqu'à ce qu'en octobre 2023, une chaîne obscure sur YouTube qui se considère être la chaîne de Goldberg, je vous laisse l'avis dessus. Mais cette chaîne en question poste la fin du match entre Goldberg et Chad Fortune, où Chad Fortune exécute son crossbody sur Goldberg et le rive les épaules pour le compte de 3. Ce qui nous donne la preuve véridique que la streak de Goldberg est morte avant même d'avoir commencé. Donc merci Kevin Nash, mais Chad Fortune avait déjà fait le boulot avant même que Goldberg apparaisse à la télé. D'ailleurs, c'est toujours cool qu'on a des lost media qui sont retrouvés. Ça permet de confirmer ce qu'on pensait faux ou de justifier ce qu'on pensait vrai. Et je sais pas si je suis le seul, mais ça donne aussi une sensation assez euphorique en fait, le fait que tu aies un média qui a été perdu pendant tant d'années des fois, qui a été retrouvé. Et des fois, ça peut même être dans des endroits extrêmement stupides, mais que maintenant, il est accessible pour tout le monde à voir. C'est vraiment une bonne sensation. Le reste des lost media dont je vais parler n'ont jamais été retrouvés. Voilà. On continue? J'avais parlé de Bret Hart au début de la vidéo, mais pour parler de ce média en question, on va faire un bond de quelques années.
après le trompe-l'œil qu'a été ce match entre Bret Hart et Tom McGee vers le milieu des années 80, ça a pris un peu plus d'années pour réaliser que peut-être que Bret Hart était la meilleure personne pour prendre la relève de Hulk Hogan. Et du coup, en octobre 1992, Bret Hart bat Ric Flair pour devenir champion de la WWF. Les plans même pour WrestleMania 19 étaient de le faire conserver le titre face à Yokozuna. Mais tout bascule à quelques semaines de l'événement. Selon plusieurs récits, Vince McMahon décide finalement de remettre la ceinture sur Hulk Hogan. Bret Hart perd donc cette ceinture face à Yokozuna pour nous donner du coup le finish pourri avec Hulk Hogan qui bat Yokozuna en quelques secondes pour récupérer la ceinture de la WWF. Initialement, l'idée de mettre le titre encore une fois sur Hulk Hogan n'était pas fait de manière anodine. Parce que tout ça devait mener à un match à SummerSlam 1993 où Bret Hart et Hulk Hogan s'affrontent pour le championnat de la WWF. Un combat entre les deux générations pour avoir un passement de flambeau avec Bret Hart qui bat clean Hulk Hogan. Une séance photo sera même organisée avec les deux catcheurs qui tirent le championnat du monde de la WWF comme une sorte de corde pour une photo promotionnelle pour hyper le match. Si je parle de cette photo en question, c'est parce que la photo est perdue. La photo en question n'a jamais été publiée de manière publique, mais la photo a bien été prise. Tu peux avoir des confirmations de Bruce Pritchard qui était témoin, mais il n'y a pas la moindre concrète évidence de son existence jusqu'à aujourd'hui. Et le match au final n'aura jamais lieu. Mais les raisons exactes de l'annulation du match restent encore débattues aujourd'hui. Bret Hart a toujours affirmé que Hulk Hogan refusait de perdre contre lui, estimant qu'il n'était pas prêt à tenir la WWF sur son dos. Hulk Hogan de son côté affirmera qu'il restait la plus grande attraction de la compagnie et que le push de Bret Hart ne s'était pas encore matérialisé. D'autres proches de la WWF ont avancé une autre explication, avec Hulk Hogan qui pensait qu'il y aurait davantage d'argent à se faire en affrontant Yokozuna, un méga heel dans un rematch, que Bret Hart, qui était juste un match face contre face. Et c'est ce qui va arriver à King of the Ring 1993, avec Hulk Hogan qui perd le championnat de la WWF face à Yokozuna. Sauf que Hulk Hogan, par la suite, il va quitter la WWF. Et Bret Hart sera redirigé dans une rivalité face à Jerry Lawler pour SummerSlam 1993. Et du coup, ça nous a donné Yokozuna qui défend le championnat de la WWF face à Lex Luger. Un match d'ailleurs qui ne reçoit pas la haine qu'elle devrait avoir. Hein. Parce que quelle très bonne idée d'avoir l'héros babyface Lex Luger battre le méchant Yokozuna par décompte à l'extérieur dans le main event de ton pay-per-view. Mais il n'a pas gagné le titre. Lors du pay-per-view Great Balls of Fire 2017, Roman Reigns affronte Braun Strowman dans un ambulance match. Strowman gagne le match avec justesse et Roman Reigns décide de se venger. Il enferme Strowman dans l'ambulance, prend le volant et fonce en arrière dans le parking de l'arène. Dans le cadre du scénario, le général manager Kurt Angle appelle immédiatement les secours. Et pendant que les équipes d'urgence tentent de sortir Strowman du camion, la WWE doit continuer le show. La solution choisie à ce moment-là est du coup d'organiser à la dernière seconde un match improvisé entre Heath Slater et Kurt Hawkins, qui étaient deux jobbers de bas de carte en 2017. Aucun des deux n'était prévu sur la carte du pay-per-view. Et d'ailleurs, lorsqu'ils arrivent vers le ring, ils sont encore en train de terminer leur préparation, en attachant leurs lacets et en ajustant leur protection de poignet. Le match commence, et les deux nous donnent l'un des plus grands matchs de tous les... Non, en fait, personne n'en a à foutre. Et les commentateurs continuent surtout de parler de l'état de Braun Strowman, tandis que l'écran est partagé en deux, avec le match en question et les images des secours qui essayent de extracter encore Braun Strowman du camion. Puis après, la WWE décide de couper totalement le match et de mettre l'attention totale sur l'extraction de Braun Strowman du camion. Et Braun Strowman va être extrait du camion, il va sortir comme un mort-vivant de ça, ce qui était épique d'ailleurs. Et par la suite, quand on revient sur l'arène, Michael Cole nous dit tout simplement que Heath Slater a remporté le match. C'est tout. Et du coup, en fait, pour les fans qui regardaient à la télé, les téléspectateurs, et qui n'étaient pas physiquement présents dans l'arène, n'ont pas pu voir la fin du match en question entre Heath Slater et Kurt Hawkins. Et pour être honnête, qui en a vraiment à foutre. Mais je voulais quand même le mettre, vu que c'est un exemple de Lost Media qui est quand même assez récent. Bon, ça va faire presque 10 ans,
Mais par rapport aux autres dont je parle, en fait, qui datent de 1980-1990, ben ouais, ça paraît quand même récent par rapport à tout ça. D'ailleurs, le match en question a fait l'issue d'un peu de plaisanterie sur Internet, avec d'autres qui imaginaient que Heath Slater a réalisé le mouvement le plus dévastateur de l'histoire du catch, apparemment. Et Kurt Hawkins va même affirmer avec humour qu'il est passé de la cafétéria au semi-main event d'un pay-per-view en une soirée. Il raconte également aussi avec plaisanterie que Heath Slater lui aurait porté un Canadian Destroyer depuis la 3e corde pour remporter le match. Donc ça laisse un gros mystère sur ce qui a réellement conclu la rencontre entre les deux catcheurs. Ouh, mystère. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de mystère en vrai. C'est juste Heath Slater qui a porté son Elevated DDT sur Kurt Hawkins pour remporter le match. Voilà, tout simplement. Pour cette histoire, on va encore revenir en 1986. Décidément, il y a beaucoup de choses qui se perdent en 1986, mais bref. À cette époque, Hulk Hogan est bien sûr le visage de la compagnie, incontesté et incontestable, et la WWE prépare un programme entre lui et Jake Robert pour le championnat du monde de la WWF. Pour lancer ce programme, Hogan devait apparaître dans The Snake Pit, qui est le segment d'interview animé par Jake Robert. Durant le segment, Hogan aurait comparé ses biceps, qu'il surnomme des pitons, au véritable serpent de Jake Robert, ce qui a mené sans prévenir à Jake Robert d'aveugler Hulk Hogan avec de la poudre, puis de le porter un DDT directement sur le plateau. Sur le papier, la séquence était censée transformer Jake Robert en l'ennemi numéro 1 du public. Les fans devaient soutenir Hulk Hogan et huer Jake Robert, sauf que ce n'est pas les résultats qui ont été prévus. D'après Jake Robert, Vince McMahon observait la réaction du public depuis les coulisses. Et au lieu d'encourager Hogan, la foule a commencé à scander DDT, 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 ce qui est une réaction qui aurait poussé Vince à totalement abandonner les programmes prévus pour Jake Robert et Hulk Hogan. La séquence aurait été retirée de la circulation et la rivalité nationale qui avait été planifiée entre les deux hommes aurait été fortement réduite. Notamment, il y a quand même eu 2 affrontements qu'on retient des 2 hommes pour cette rivalité dans la province de Rhode Island et à Winnipeg au Canada. Des images de ces matchs ont survécu et les commentateurs y font directement référence au DDT dans le Snake Pit. Jake Robert a également réalisé une promo sur la télévision canadienne dans laquelle il évoque l'incident. Autrement dit, même si la vidéo du fameux DDT n'a jamais été retrouvée, son existence est bien mentionnée à l'écran par la WWF elle-même. Mais la véritable question est donc la suivante. Où peut-on identifier l'épisode précis du Snake Pit qui contenait cette scène? La première théorie pointe vers l'épisode diffusé le 12 octobre 1986. On voit bien un segment du Snake Pit avec Hogan et Jake Robert, et pendant l'interview, Jake Robert demande à Hulk Hogan s'il serait capable de tourner le dos à quelqu'un dont il aurait peur. Hulk Hogan répond non, puis se retourne et quitte le plateau, ce qui laisse comprendre qu'il n'a pas peur de Jake Robert. Le problème, c'est que cette scène n'est pas exactement la même selon les endroits de l'émission où elle est diffusée. À l'époque, la WWF envoyait ses programmes à différentes chaînes locales, et certaines versions pouvaient être modifiées ou raccourcies. D'où la théorie de cette scène du DDT, si elle se trouvait là, à une partie coupée de l'émission. La seconde théorie concerne l'épisode du 23 novembre 1986. Dans celle-ci, les fameux pitons sont mentionnés par Hulk Hogan, comme référencés dans les interviews de Jake Robert, des années plus tard. Il y a des éléments comme la référence à Paul Orndorff qui laisse un peu au doute, mais ce qui donne plus de crédibilité à cette théorie est que le segment se termine brusquement, comme au milieu de la conversation, ce qui ressemble à un passage retiré au montage. Et enfin, la troisième théorie est probablement celle qui vient la plus souvent, l'épisode du 4 janvier 1987. À cette époque, la WWF enregistrait plusieurs épisodes à l'avance. Et le 10 décembre 1986, la WWE va tourner plusieurs épisodes de Wrestling Challenge pour avoir assez de matériel pour diffuser des épisodes de décembre à janvier. Et parmi tous ces épisodes enregistrés, c'est le seul qui ne contient aucun segment du Snake Pit. Et pour certains fans, c'est trop subtil pour être juste une coïncidence. Aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment avec certitude quel épisode contenait le fameux DDT de Jake Roberts sur Hulk Hogan. Et la vidéo elle-même demeure introuvable. Les musiques d'entrée de Triple H sont sans aucun doute les plus iconiques de l'histoire du catch. On peut aller sur My Time, One, two, is this on? The Game, Time to play the game. King of King,
Behold the King of Kings. Bref, que des sons iconiques qui ont été attribués avec le nom Triple H. Et pour parler de ce média perdu en question, on va se concentrer sur la musique The Game de Triple H. La musique The Game a été interprétée par le groupe de heavy metal britannique Motorhead. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'une autre version du son The Game avait été produite vers l'an 2000 pour le Run Hill de Triple H en tant que la moitié des Two-Man Power Trip avec Stone Cold. Et ce son avait été réalisé par le groupe de métal américain Disturbed. Et en 2006, David Drain, le chanteur du groupe, confirmera même dans une interview l'existence de la reprise. N'étant pas fiers de leur performance sur ce son et du peu de créativité qui leur a été attribué pour le réaliser, ils ont préféré ne jamais le dévoiler et totalement l'oublier. Et la chanson est devenue un véritable lost media, avec comme seule preuve de son existence reposant sur cette interview de David Drain. Puis en 2019, un utilisateur de Twitter nommé Calibrate King a publié un court extrait de la musique. L'origine exacte de cet extrait reste encore inconnue jusqu'à aujourd'hui, et personne ne sait réellement comment il a pu se procurer cet enregistrement. Donc le son au complet de la version de Disturbed de The Game est jusqu'à ce jour partiellement perdu. Ah ouais, aussi pour les curieux, il y a une version IA de la suite de la musique, et je vais pas mentir, c'est... Pas mal, En 2007, la WWE lance le WWE Broadband, une plateforme de vidéo intégrée à son site internet, le www.com. À l'époque, on est bien avant l'explosion de YouTube ou même de sites de streaming modernes, tels que l'on connaît aujourd'hui. L'idée est simple, proposer un contenu exclusif, accessible uniquement sur le site officiel de la compagnie. Et parmi les nombreuses séries produites pour ce service, on y retrouve Val Venis Sex University. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, Val Venis est un catcheur incarnant une ancienne star de cinéma pour adultes. Une gimmick très populaire vers la fin des années 90. Mais en 2007, il est relégué en tant que total jobber, et surtout utilisé pour faire des apparitions dans les shows comme Heat pour jobber. C'est dans ce contexte que la WWE lui confie la web-série humoriste Sex University, présentée comme une sorte de cours de séduction, avec comme concept Val Venis qui donne des conseils romantiques aux spectateurs avec l'aide de différentes superstars de la WWE. Et malheureusement, très peu d'informations ont survécu concernant l'émission. On sait qu'au moins 4 épisodes ont existé, avec le premier intitulé First Day of Class, le premier jour de cours, servant d'introduction à la série, un autre épisode mettant en vedette Viscera, World's largest love machine, Viscera. Tandis que 2 autres étaient centrés sur Maria Kanellis, abordant le langage corporel et les phrases de drague. Pendant longtemps, certains fans ont cru qu'un épisode entier consacré à Val Venis existait également, mais en examinant les archives disponibles, il semble plus probable que Val Venis était simplement l'animateur principal de l'émission et apparaissait dans chaque épisode plutôt que d'avoir son propre numéro dédié. Les discussions retrouvées sur les anciens forums indiquent d'ailleurs que Val Venis, Viscera et Maria apparaissaient ensemble dans au moins plus d'un épisode, ce qui laisse penser que le programme fonctionnait plus comme une émission en groupe qu'une série d'épisodes pour chaque personnage. La série était même le programme le plus regardé du site, avec plus de 800 000 visionnages, ce qui est d'ailleurs plus que NXT et Dynamite maintenant. Et ironiquement, t'as MJF qui appelle Val Venis le Disco Inferno de la WWE. Alors que Val Venis en 2008, qui était un jobber, fait plus de rating que MJF là maintenant. Bon, je me calme. Plus la moindre trace de la série est disponible publiquement. Il y a une photo de Val Venis quand je regarde dans la Wayback Machine, mais même ça, je ne suis même pas sûr si ça vient vraiment de la série. Donc les seules preuves de son existence proviennent de liens archivés ou des témoignages des fans ayant vu l'émission lors de sa diffusion.
Même la date exacte de sa disparition est assez floue. On sait que la WWE s'est débarrassée de l'émission pour s'adapter à leur transition PG en 2007. Mais certaines archives suggèrent que les épisodes étaient encore accessibles jusqu'à début de l'année 2008. Aujourd'hui, il est probable que la WWE possède toujours les fichiers originaux. Mais étant dit la nature du contenu, il est très peu probable que la WWE puisse diffuser ce média en question. Il y a encore des chances que ce média puisse faire surface si la moindre personne après un enregistrement de la série au moment de sa diffusion en 2007, mais presque 20 ans sont passés et pas la moindre chose a fait surface. Entre 1938 et 1939, la BBC diffuse Catch as Catch Can Wrestling, une émission constituant de matchs de catch diffusés en direct dans la télévision anglaise. Le 12 mars 1938, un match opposant Earl McCready à Percy Foster est diffusé à la télévision britannique, ce qui fait de ce match en question l'un des premiers matchs de catch transcrits à la télévision de l'histoire. La BBC continuera de diffuser d'autres matchs jusqu'à l'arrêt de ces émissions en septembre 1939, suite au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les retransmissions reprendront après la guerre en 1946 et poursuivront jusqu'en 1947. Et j'ai bien dit l'un des premiers matchs, parce que ce match en question n'est pas le premier match de catch diffusé à la télévision. En tout cas, pas vraiment. Parce que le 17 septembre 1931, dans la chaîne américaine W2XAB, à précisément 22 heures, un programme sera ajouté dans le planning, qui est un match expérimental de catch, qui dure exactement 15 minutes. Le problème avec ce match en question, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de qui a concouru dans ce match expérimental. Et c'est une information qui n'a pas été précisée dans le magazine, qui est d'ailleurs le seul élément qui prouve l'existence de ce combat, ce qui fait de tout ça un Lost Media. Et c'est la même chose pour tous les matchs du Catch as Catch Can Wrestling. Parce que le problème, c'est qu'à l'époque, enregistrer une émission de télévision est pratiquement impossible. Les matchs étaient diffusés en direct et aucune autre copie n'était conservée. Il aurait dû falloir que quelqu'un soit là au moment des faits et puisse filmer avec sa propre caméra. Ce qui aurait été assez illogique vu que personne ne pensait à la conservation à ce moment-là. Donc, résultat, l'intégralité de ces rencontres n'ont jamais survécu. Le 10 mai 1999, lors d'un dark match enregistré avant WWF Shotgun Saturday Night, un jeune rookie nommé Kurt Angle affrontait Owen Hart. À cette époque, Kurt Angle n'avait pas encore fait ses débuts à la télévision. Il venait tout juste de commencer sa carrière dans le catch et enchaîner des dark matchs pour faire ses preuves. Owen Hart, lui, était déjà un nom établi de la WWF. Selon les rares témoignages disponibles, le match aurait été particulièrement bon, avec Owen Hart qui aurait même déclaré en coulisses que Kurt Angle deviendra un jour champion du monde. Une prédiction qui s'avérera exacte lorsque Kurt Angle remportera son premier championnat du monde à la WWF en l'an 2000. Malheureusement, ce combat possède aujourd'hui une toute autre dimension, parce que seulement 13 jours plus tard, après leur match, Owen Hart trouvera tragiquement la mort lors du pay-per-view Over the Edge 1999, qui est d'ailleurs aussi un autre Lost Media. Ce match est donc devenu l'unique affrontement entre les deux hommes. Le problème, c'est que aucune vidéo du match n'a jamais refait surface, hormis un unique cliché montrant Kurt Angle effectuant un power slam sur Owen Hart. Pour de nombreux passionnés de catch, il s'agit même du saint graal total des Lost Media dans le monde du catch. Et c'est à peu près tout pour les Lost Media dans cette vidéo. Il y en a beaucoup qui m'ont assez intrigué dans les recherches. Il y en a dont j'avais jamais entendu parler. Donc n'hésitez pas à préciser dans les commentaires s'il y en a dont vous avez jamais entendu parler. J'essaie vraiment de mon possible de vraiment sortir du lot. Parce que j'ai entendu beaucoup de chaînes qui font aussi des Lost Media. Enfin du côté américain en tout cas. Et il y a certains sujets qu'ils n'ont jamais traités, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc j'espère que c'est quelque chose de nouveau que vous apprenez en voyant cette vidéo. N'hésitez pas à partager lequel Lost Media vous a le plus intéressé. Et c'est à peu près tout pour ZOG dans cette vidéo. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.